C'est le premier mondial organisé dans un pays arabe et donc il joue énormément en termes naturellement de réputation et d'image et même d'influence. Effectivement, deux grandes critiques qu'il faut adresser à l'endroit du Qatar et à cette Coupe du Monde, c'est la condition déplorable des ouvriers et l'exubérance, voire l'aberration écologique de ce mondial. Pour la question des ouvriers, il faut encore une fois savoir raison garder. De grands efforts ont été accomplis. Le Qatar est le seul pays du Golfe à abolir la kafala et à avoir inscrit dans la loi la mise en place d'un revenu minimum pour les ouvriers. Mais le problème, c'est que la mise en application de ces réformes tarde dans un certain nombre d'endroits là-bas. Il y a une vraie inertie de la part du secteur économique qui se met très lentement à mettre en application ces réformes. La question du boycott, elle est effectivement prégnante dans un certain nombre de pays occidentaux, particulièrement en France, mais elle est totalement transparente. Elle est absente en fait du débat public du monde arabe, mais pas que, en Afrique, en Amérique latine et dans quasiment tous les pays asiatiques, parce que finalement on considère ça comme étant une forme d'hypocrisie, voire de démagogie. On ne peut pas considérer le Qatar comme un État fréquentable à qui on vend des armes, à qui on souhaite davantage de gaz dans le contexte actuel, pour ensuite le mettre entre parenthèses pendant 4 semaines de compétition. Et si on a en ligne de mire la volonté de favoriser la condition des ouvriers, je pense que la meilleure des postures, c'est celle d'Amnesty International, de ne pas appeler au boycott, parce que c'est inaudible. Par contre, de faire de cette Coupe du Monde un levier pour mieux faire connaître la situation des ouvriers afin d'arracher davantage de droits sociaux en leur faveur. C'est vrai que les opérations coup de poing d'un certain nombre d'activistes, que ce soit du climat ou des milieux LGBT, est très craint en lieu au Qatar. Donc le Qatar, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie évidemment de former ses forces de police à être dans une, si vous voulez, relation douce par rapport à ces éventuelles expressions publiques, parce qu'on sait que ça va être filmé, que ça va être répercuté mondialement. Depuis le départ, le Qatar a présenté sa Coupe du Monde comme étant non pas la Coupe du Monde du Qatar, mais la Coupe du Monde de tous les Arabes. Par exemple, lorsque l'émir Hamad reçoit le ballon symboliquement des mains de Vladimir Poutine à l'issue du tournoi en 2018, il déclare « Maintenant, la Coupe du Monde en Russie est terminée, place à la Coupe du Monde de tous les Arabes ». Il veut montrer à l'humanité que ce pays arabe est en capacité d'organiser un événement festif d'ampleur planétaire. Puis c'est d'une certaine manière la consécration de toute cette politique de soft power adoptée par les autorités depuis maintenant près d'une trentaine d'années. On voit bien comment le sport peut faire connaître un pays, comment il peut le sortir de l'anonymat, et ça les autorités du Qatar en ont éminemment besoin. Quelle que soit en fait l'issue de la Coupe du Monde, qu'elle se passe bien ou mal, les autorités du Qatar continueront à développer leur soft power sportif, parce que ces pays-là ont besoin de se diversifier économiquement et de sortir de la dépendance, pour ne pas dire de la monodépendance aux hydrocarbures. Si le Qatar a lancé un nouveau métro, s'il a agrandi son aéroport pour en faire l'un des plus importants de la région, s'il a construit des multitudes d'infrastructures, ce n'est pas uniquement pour 4 semaines de compétition. Je pense que les supporters du PSG peuvent se rassurer. L'investissement du Qatar dans le club parisien répond à des objectifs stratégiques de long terme et je ne vois pas par exemple le Qatar arrêter son financement du club de la capitale dans les prochains mois ou juste après la Coupe du Monde.